de représailles, comme vous le dites, qui était sans doute préparée déjà de longue date, mais quelle est la suite? Rappelons le cœur de l'événement, ce sont ces bombardements dans la région de Briansk. Tout se précipite donc en ce millième jour de la guerre. Les missiles qui frappent Briansk en Russie sont bien des attaques MS américains. En tout cas, un haut responsable ukrainien le confirme, il est cité par l'agence France-Presse. La Russie affirme que l'opération a eu lieu en très grande collaboration avec les États-Unis et Volodymyr Zelensky ce soir revendique leur emploi pour la suite. La rapidité avec laquelle ça se passe, d'abord un regard là-dessus, peut-être Sergei Girnov, on voit à quel point il y a eu l'annonce dans le New York Times et quelques autres journaux américains, et seulement quelques jours après, est-ce que c'est une fuite ou bien est-ce qu'en réalité tout ça est très organisé? Tout est organisé, mais c'est organisé des deux côtés. Hein. Ça veut dire les Américains y pensaient, Biden y pensait aussi. Mais je suis persuadé que, par exemple, par rapport à sa décision, il ne voulait pas la prendre pendant la campagne électorale pour ne pas gêner Kamala Harris, parce qu'en fait, Trump disait, moi je suis pour la paix, et donc c'était lui servir en fait le tapis rouge en prenant cette décision. Mais une fois, lorsque l'élection s'est passée, en fait, cette décision était déjà en train d'être prise. Mais Poutine, de la même manière, Poutine préparait la sienne. 25 septembre, il a dit, nous pensons à changer la doctrine. Ils ont travaillé 2 mois, ils attendaient que le moment opportun pour la Est-ce que le mode de décision vous gêne? Vous disiez, Guillaume Roquette, vous êtes une voix un peu dissidente sur le sujet. Vous avez dit depuis le début de cette décision, il y a quelque chose qui vous chicane un peu dans le fait que Biden, là, à 2 mois de partir, dise on y va. Oui, ça me choque pas dans son principe, parce que il est légitime que les Ukrainiens puissent se défendre, y compris en allant frapper l'arsenal russe dans la profondeur, dès lors que c'est eux qui sont envahis. Ce qui me choque, c'est que Biden attend de ne plus avoir de compte à rendre au peuple américain pour prendre une décision comme celle-là. Il me semble que c'est quand même un choix qui peut avoir des conséquences graves. Depuis le début de cette émission, on se pose la question pour savoir si c'est escalatoire, pour reprendre le terme d'Emmanuel Macron. Et donc c'est vrai, ça me gêne un peu du point de vue des principes de cet homme qui prend la décision tout seul, et sans très personnel, n'est pas un exemple de décision démocratique. Est-ce que certains Américains sont prêts à la guerre? Il faut toujours rappeler, c'est le pays qui a osé, par exemple, la guerre d'Irak, la guerre préventive en Irak. Tant de Français, d'Allemands n'ont pas aimé ça. Encore aujourd'hui, aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup d'Américains, disons, qui sont relativement indulgents à cet égard-là, alors qu'en Europe, on dit, oh là là, c'est très mal d'avoir fait ça. Oui, c'est quand même un pays, c'est un pays très audacieux de ce point de vue-là. C'est un pays très audacieux, c'est un pays jeune qui n'a pas les problèmes, nous, psychologiques, de psyché qu'on a depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais ceux qui étaient plutôt va-t-en-guerre, qui étaient des faucons, c'était quand même des gens du Parti républicain dans le temps. Ancienne version. Bien sûr, c'était Bush, etc., la bande de Bush, à l'époque même de Ronald Reagan, je veux dire, il y avait de l'audace. Là, le paradoxe, c'est que les MAGA, la troupe de Trump se veut absolument pacifiste. Et donc ça, c'est quasiment à front renversé aujourd'hui. Avec des inquiétudes qui sont en train de naître dans le camp même de Donald Trump, cette fois, elle commence à s'exprimer. Mike Waltz, conseiller à la sécurité des États-Unis, c'est un rôle très important. Il faut rappeler ce que c'est. C'est l'équivalent de Jake Sullivan actuellement. C'est extrêmement important dans la galaxie à venir. Oui, tout à fait. Mais il n'est pas nommé encore, donc il se prépare déjà. Mais vous savez, ce qui est important, et dans la continuité de ce que disait le général Ichou, c'est que, regardez, le fils de Trump a dit ces faucons du complexe militaire-industriel, ils veulent commencer la 3e guerre mondiale avant que n'arrive mon père pour faire régner la paix. Donc en fait, ils offensent le complexe militaire et industriel américain. Ce que dit Mike Waltz, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle étape dans l'escalade et personne ne sait où cela va nous mener. Essayons d'abord vraiment de comprendre ce qui s'est passé exactement avec ce tir. On a pas mal de détails, Émilie. Et on le rappelle, on est toujours en direct jusqu'au bout de la nuit en ce millième jour de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Regardez cette frappe qui marque peut-être un tournant. L'Ukraine aurait frappé pour la première fois le territoire russe avec des armes à longue portée américaines, les fameux ATACMS dont on parle depuis des mois.
Pour voir cette frappe, on doit partir dans l'oblast de Bryansk. On est à 115 km de la frontière ukrainienne. La frappe a touché la Russie au beau milieu de la nuit sur un dépôt de munitions de la ville de Karatchev. Regardez sur ces images, on voit le lancement de ces fameux missiles. En revanche, pour l'arrivée, ça se fait complètement dans le noir, mais tendez bien l'oreille, on entend bien le son de ces missiles. Ouah, punaise, c'est comme si une fusée avait atterri là-bas. Il y a eu une grande traînée, comme pour une fusée. Voilà, disons un mot du but, cette région de Bryansk. D'ailleurs, on peut afficher la carte parce que c'est une surprise. On se dit les Ukrainiens sont encore plus audacieux que ce qu'on pensait. Oui. D'après la presse américaine, ils devaient frapper à Kursk. Or là, ils frappent à Bryansk. Oui, parce qu'en fait, les Ukrainiens nous surprendons toujours. Tous les plateaux, on dit, ils ont beaucoup de ressources. Et en fait, c'est la région la plus à l'ouest de Russie. Donc c'est encore plus à l'ouest que Kursk. C'est sur la frontière avec Biélorussie. Et donc, en fait, on disait là-bas, il n'y a rien, puisque le front est à l'est, le front est dans la région de Belgorod, de Voronezh, et donc, en fait, il n'y a rien du tout là-bas. Et en réalité, il y a des dépôts, justement, aussi de munitions qui sont là-bas, mais qui sont peut-être moins bien protégés que les dépôts de l'autre côté. Et donc, les Ukrainiens ont décidé de frapper les dépôts importants, mais qui sont moins protégés. Est-ce que ça veut dire qu'ils frapperont où ils veulent, ou bien à chaque fois, c'est les Américains là qui leur disent « Ok, vous pouvez y aller » ? Je pense que les Américains, le ciblage doit être fait en coordination avec les Américains, puisque ce sont les Américains qui apportent le renseignement, jusqu'à preuve du contraire, au moins jusqu'au mois de janvier. Donc je pense que les Américains, politiquement, ont toujours un mot à dire. Et puis ensuite, pour le ciblage, après, c'est relativement facile. C'est un azimut, et puis le truc parle avec une précision métrique, quasiment. Donc ça sur le plan technique, quand on dispose des attaques MS, il n'y a absolument rien de compliqué. Alors ce qui est intéressant, Darius, c'est qu'on n'a pas de réaction de Donald Trump pour le moment là-dessus, et que du côté russe, on se dit que ça peut jouer en faveur de ce face-à-face qui serait ce nouveau face-à-face tant désiré par Moscou entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Donc c'est-à-dire que le feu vert, le côté escalatoire, comme dirait Emmanuel Macron, repris par Guillaume Roquette, de Joe Biden, serait en fait en faveur de ce face-à-face tant recherché par les Russes vis-à-vis des États-Unis. L'implication des Américains, qu'on comprenne bien à quel point ce sont les Américains qui ont donné les missiles, ce sont les Américains qui ont visiblement accordé les cibles, en termes aussi de renseignement. Est-ce que toute l'opération est américaine ? Non. Est-ce que tout le contrôle de l'opération est américain ? L'opération n'est pas américaine, l'opération elle est ukrainienne, mais sur une cible, sur une première frappe. Fait avec des armes qui ont été autant discutées, puisque ça fait quand même 1000 jours que les Ukrainiens attendent cette autorisation. Vu les implications stratégiques de ce tir, on voit bien la discussion de ce soir, les interventions des différents présidents, du ministre des Affaires étrangères russe, de la présidence russe. On ne peut pas croire une demi-seconde que cette frappe n'ait pas été discutée et validée. La cible, d'ailleurs, de ce point de vue-là, est totalement légitime. Les Américains. C'est évidemment avec les Américains. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les généraux américains sont allés voir Joe Biden en lui disant à 3h25 du matin, heure locale, on frappera. Rappelez-vous quand Volodymyr Zelensky demandait la levée de ce qu'on appelle les caveats, donc des interdictions d'utilisation, il était allé rencontrer le président américain à Washington avec une liste de cibles dans lesquelles il disait voilà, nous ce qu'on veut viser, on ne visera pas de il y avait ce dépôt dedans. Il y avait très certainement, très probablement ce dépôt dedans, mais en tout cas, il y avait l'exclusion de tout ce qui était les cibles civiles, parce on en a discuté d'ailleurs hier soir. Il était hors de question qu'il y ait des cibles qui soient des cibles qui ne soient pas purement légitime d'un point de vue militaire et qui n'est pas un lien direct avec cette opération autour de Kursk, quand même, pour montrer que cette escalade n'était pas tolérable par les Américains. Écoutez Sergei Lavrov, parce que eux, évidemment, ont tiré argument pour dire voilà, en fait, ce sont les États-Unis qui sont en train de nous attaquer. C'est ce que disait Anne. Les attaques de cette nuit sur la région de Bryansk sont un signal que les Américains veulent l'escalade. Utiliser ces missiles dotés d'une certaine technologie est impossible sans les Américains.
Poutine a prévenu d'un changement de notre position sur les tirs en profondeur, jusqu'à 300 km. Il s'agit d'une annonce. Maintenant, nous allons tirer sur 300 km. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit on va tirer à 300 km? Ça, j'arrive pas à comprendre. Moi non plus, parce qu'il tire à bien plus de 300 km quand il tire avec des missiles américains. Pardon? Pas avec de l'américain. Non, mais les Russes, ils ont des missiles qui tirent à 800-900 km, voire plus. Et puis ils ont des Shahed qui vont à 2000 km. Ils tirent avec du balistique. Voilà. Quelle est la nature du menace? Il lance des missiles de croisière. Nous aussi, on va tirer à 300. Voilà. Pardon? Quand il dit... il tire à 3000. Il tire à 3000, oui. Moi, je pense que c'est une erreur de langage. À mon avis, là, il se ridiculise un petit peu. Ouais. On ne comprend rien. Peut-être c'est leur façon de maintenir le doute stratégique, hein, parce que là, il a raconté l'ambiguïté stratégique. L'ambiguïté, c'est bizarre, parce qu'en fait, personne n'a compris ce qu'il a dit, donc du coup, il nous. C'est bien, c'est une bonne ambiguïté stratégique de la part de la France. On n'a rien compris. Vous prenez ça tout ça à la légère, un peu à la rigolade. Pardon, je me permets d'insister. Voilà. Il y a quand même ce soir deux thèses qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent c'est du bluff, c'est sans danger, etc. Et une partie des gens qui considèrent qu'on est à un point de bascule et d'engrenage. Il faut vraiment écouter ces deux opinions. Non, vous ne croyez pas, vous? Écoutez, on verra demain après-demain. Oui, si on disparaît tous, vous aurez raison. Moi, je suis sur mes gardes. Ça veut dire qu'en fait, Poutine n'a pas intérêt à provoquer un grand conflit. On en a parlé dans les 2 mois qui restent jusqu'à la prise de contact de Trump. Il ne va pas déclencher la 3e guerre mondiale avant l'arrivée de Trump. Mais pardon, je peux insister. Avant la 3e guerre mondiale, je vous rappelle quand même qu'il y a des destructions de villes. Les Ukrainiens peuvent souffrir de manière extrêmement cruelle. Donc il n'y a pas que la 3e guerre mondiale ou rien. Tout à fait. Non, mais il y a autre chose aussi. Vous savez, on parle de la guerre nucléaire. Prenez la ville de Mariupol. La ville de Mariupol, c'est Hiroshima. Sans les armes nucléaires, les Russes ont détruit une ville dans laquelle il y a à peu près entre 50 et 70 000 personnes qui sont mortes. Ça veut dire que c'est exactement ce que les Japonais ont vécu avec cette frappe nucléaire. Et pourtant, elle n'a pas été faite. Donc, vous savez, tout est relatif dans le monde. Il me semble aussi que dans la réaction russe, et notamment cette déclaration de Sergueï Lavrov, il peut y avoir une dimension de politique intérieure. Cette guerre, elle fait mal aux Russes quand même. Il y a des centaines de milliers de morts et de blessés. Il y a, même si la Russie résiste bien aux sanctions, un retour de l'inflation. Et donc dire... Les Américains balancent des missiles sur notre territoire, c'est une façon d'accréditer ce qui est la propagande russe depuis le début, c'est-à-dire nous nous battons contre l'OTAN qui veut nous attaquer. Et là, objectivement, c'est un début de réalité. Donc, il n'allait pas se priver d'utiliser ça pour en parler. Je pense que vis-à-vis de la population, c'est un moyen pour Poutine de conforter la légitimité de cette opération en Ukraine. Est-ce qu'il y a une prise de risque? Oui. De la part des Américains? Oui. Non, même de la part des Russes. Il y a une prise de risque, il y a toujours une prise des Russes, mais à mon avis, elle est assumée. C'est-à-dire qu'on estime que le risque n'est pas si important. On ne risque pas actuellement de basculer vers une 3e guerre mondiale et que peut-être que les conditions sont réunies pour le faire maintenant. Alors maintenant, on a balancé des attaques MS. Dans 2 mois, il n'y aura peut-être plus de attaques MS. Je veux dire, c'est peut-être un feu d'artifice pour marquer la fin de l'histoire. On n'en sait rien du tout. On comprend bien que la prise de risque vaut beaucoup pour les Ukrainiens, parce que pour l'instant, Lavrov a menacé assez directement l'Ukraine. Oui. C'est-à-dire que la riposte risque, hélas, pour les Ukrainiens de frapper chez eux. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, il frappe tous les jours chez eux. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ça fait 3 ans, ça fait 1000 jours qu'il frappe chez eux. Dans la profondeur, à des centaines de kilomètres, avec des missiles de croisière, etc. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau sous les trottis. Oui, mais Darius a raison dans le sens où ils disent depuis un certain temps, sans le faire, qu'ils ont la possibilité de frapper du nucléaire stratégique sur l'Ukraine. C'est bien tactique, la menace. Tactique. C'est effectivement ce qu'ils disent, ce dont ils menacent, en se faisant les porte-parole de Vladimir Poutine, les uns les autres, Lavrov, Peskov, etc. Les propagandistes à la télévision le disent tous les jours, bien évidemment. Ouais, et Didier François, quand on se penche sur la carte... Peut-être un peu trop d'ailleurs, justement. Quand on se penche sur la carte des cibles militaires qui se trouvent à la portée des attaques MS, on sait qu'il y en a environ 250. Il y a notamment des centres de commandement, des dépôts de carburant, des aérodromes. Là, on sait que ce qui a été touché dans la ville de Karatchev faisait partie de ces cibles militaires. Quelle pourrait être la prochaine cible des Ukrainiens ? Alors, les prochaines cibles, d'abord, la première question,
mais c'est une bonne question. Mais la première, pour pouvoir y répondre, il faut savoir combien ils en ont. Parce qu'en fait, un plan de frappe, ça se fait en fonction des objectifs qu'on du nombre. Donc là, on voit qu'en fait, ils ont choisi une cible extrêmement légitime d'un point de vue militaire et qui peut avoir des effets sur le terrain qui sont des effets opératifs. Parce que quand on parle quand même de frappe dans la profondeur, restons calmes, 300 km, c'est la profondeur du théâtre. C'est pas la profondeur stratégique de la Russie. Je rappelle que Moscou est à plus de 1000 km. Non, mais donc ils vont chercher à avoir des effets et à mon avis, mais je peux me tromper, je pense qu'ils vont quand même, et c'est ce que les Américains leur ont dit, et c'est pour ça qu'ils leur ont donné l'accord, ils vont essayer de conserver la poche de Koursk. Pourquoi ? Parce que la poche de Koursk, ça restera un levier en cas de négociation à partir de janvier, et que donc l'idée était quand même de leur donner la capacité à frapper sur la logistique, les centres de commandement et les concentrations de troupes, dont les Nord-Coréens, parce que là aussi il y a un petit message donné aux Nord-Coréens, qui est de dire, on va donner aux Ukrainiens la possibilité de tenir face à la contre-attaque russe sur la poche pour un mois ou deux. Je pense qu'il y a quand même ça derrière. Donc on va voir autour. Est-ce que tuer des Nord-Coréens peut faire partie des cibles, c'est-à-dire tuer je pense que s'ils ont l'occasion de le faire, ils vont le faire. Oui, pour des raisons politiques. Parce que encore une fois, là, le coup de faire rentrer les Nord-Coréens, et c'est pour ça peut-être que Trump n'a pas trop non plus ne s'est pas prononcé directement, c'est que là il y a une escalade qui est en fait, et c'est ce que disait là pour le coup le président de la République, le fait qu'ils ont pris en Extrême-Orient un pays qui fait partie quand même de cette triade nucléaire avec la Chine et la Russie, et sur lesquels les États-Unis, là pour le coup, ont une véritable inquiétude stratégique. Et c'est vraiment là-bas leur priorité, c'est pas l'Europe. Et que ce conflit-là soit en fait importé sur le territoire européen, peut-être une erreur stratégique de la part de Poutine, qui va aller quand même taquiner assez fort l'équipe Trump sur un sujet qui est très sensible. Et dans ce cas-là, ce serait populaire aux États-Unis, n'est-ce pas ? Parce que pour les États-Unis, l'épouvantail asiatique est très important. Aux États-Unis, mais aussi en Russie, parce qu'en fait, les Russes s'en fichent des Nord-Coréens. Ça veut dire que si ce missile arrive sur une caserne où il n'y a que des soldats nord-coréens, les Russes vont dire ouf, si nous on n'est pas concernés. Ça posera un problème à Vladimir Poutine quand même, son allié nord-coréen quand même. C'est son problème. Oui, mais ça sera un problème. Mais à mon avis, énorme. Même par rapport à Kim Jong-un, malheureusement, ça ne va pas poser de problème parce qu'ils ont prévu jusqu'à 100 000 qui à déplacer là-bas. Et en fait, Kim Jong-un s'en fiche aussi royalement des vies de ses citoyens. Ouais, vous parlez même le nord-coréen. Oui, ça, c'est les vrais espions du KGB, c'est-à-dire il sait toutes les langues. Quand vous dites Kim Jong-un, vous Kim Jong-un. Le Nord-Coréen, il est prêt à être en immersion en Corée du Nord. Un mot encore, général. Est-ce qu'on assiste au début d'une campagne ? Est-ce que vous croyez là que ça peut être le début d'une campagne, pas seulement un acte isolé ? Je pense, oui. Ah oui. Parce que maintenant, ils vont essayer d'obtenir des gains opératifs pendant les 2 mois qui restent et pendant qu'on leur fournit des attaques MS. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir vraiment s'ils ont les attaques MS qui sont débridés, ceux qui portent à 300 km. Bon, ils vont maintenant pouvoir tirer sur la Russie avec ceux qui vont à 150. Celui-là en était vraisemblablement un. Mais maintenant, effectivement, ils peuvent tirer sur les dépôts logistiques, ils peuvent tirer sur les centres de commandement, ils peuvent tirer sur les axes, par exemple détruire des ponts qui permettent d'approvisionner, etc. Ils peuvent détruire des centres de transmission. Il y a une foultitude de cibles qui permettent effectivement de paralyser une partie du front des Russes à cet endroit-là, et notamment au niveau de Koursk. Le rendez-vous de l'interview, 8h30, Jean-Baptiste Boursier reçoit Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail et de l'Emploi.